m'appelle Detsuan. Je suis coach Google Atelier Numérique. Google Atelier Numérique, je ne sais pas si vous connaissez, ça fait 10 ans, 11 ans maintenant qu'on existe. C'est un programme de formation qui a pour but d'aider les Français à acquérir des compétences clés dans le numérique. On s'était rendu compte que des artisans, commerçants, à l'époque, n'avaient pas de site internet. C'était seulement 35% d'entre eux qui avaient un site internet. Petit à petit, ça a évolué, mais donc on était là pour les accompagner sur tout ce qui est marketing digital. Donc à la fois comment créer un site internet sur WordPress, sur Shopify. C'est une approche agnostique. On ne parle pas que des outils de Google. C'est vraiment, on parle de tout. Comment faire de la publicité sur Facebook, Instagram. Et donc c'est dans cette lignée que, en ce moment, on parle des sujets qui sont importants, comme la cybersécurité. On vient de lancer une formation, Google Career Certificate, sur la cybersécurité, mais aussi du coup la conférence sur l'intelligence artificielle. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avant d'être coach Google Atelier Numérique, j'étais en agence de publicité en tant que planeur stratégique, et ensuite j'étais dans une start-up de marketing digital, dans le growth marketing, je ne sais pas si vous connaissez. C'est se focaliser sur les performances, sur l'automatisation des tâches. J'étais directeur des opérations, et justement c'était pendant la période Covid, où on avait des alternants, des stagiaires et une dizaine de freelances qu'on ne voyait pas du tout en vrai. Et à chaque fois, on se demandait quels sont les outils qui nous permettent vraiment d'améliorer nos process, d'améliorer nos tâches, d'améliorer nos manières de travailler. Et donc déjà, à cette époque-là, j'étais concentré sur les nouveaux produits qui sortent. Et là, en ce moment, je suis plutôt... je ne sais jamais comment on dit en français, excited, parce que j'ai pas envie de dire je suis excité par l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, je suis vraiment positif sur ce qui arrive, et optimiste, et surtout opportuniste, pour voir comment utiliser les nouveaux outils. Et c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle, cette conférence, normalement c'est 1h30, donc je vais aller un peu vite. Excusez-moi, j'ai tendance à parler vite en plus, je vais un peu ralentir. Je vais essayer de garder du temps sur la fin pour voir si je peux répondre à quelques questions, on va voir. Hein. Mais normalement cette conférence c'est 1h30, là on a la version très rapide, j'espère que vous allez pouvoir suivre. Mais on va se concentrer sur vraiment l'intelligence artificielle au service des TPE et PME, et comment concrètement vous pouvez utiliser des outils de l'intelligence artificielle, basés sur l'intelligence artificielle générative, pour améliorer en fait votre quotidien, vos performances et votre croissance. Donc cette conférence, c'était en co-création avec le Reality Lab à Marseille, qui est un espace de service dédié à l'intelligence artificielle de la CCI, ex-Marseille-Provence. Et donc, on va parler de comment comprendre, quels sont les grands principes de l'intelligence artificielle, comment identifier les tâches pour lesquelles l'IA peut vous assister, et surtout utiliser l'IA au sein de votre entreprise. Je vois que les gens essayent de prendre en photo, et je suis devant l'écran. Je vais voir si je peux mettre sur le côté pour vous aider. C'est bon ? Super. Donc, grande question déjà. Comme toute grande expression, toute grande tendance, à partir du moment où on en parle, il y a beaucoup de gens qui en parlent de différentes manières possibles. C'est une expression qui commence à être galvaudée. On l'utilise pour tout et rien, et souvent, beaucoup de personnes ont des définitions différentes. La définition qu'on va prendre aujourd'hui, et pour ces 30-40 minutes ensemble, c'est une définition de Numérama, simple. Donc, une intelligence artificielle, c'est avant tout un programme informatique codé pour réaliser automatiquement, des tâches automatiquement, vraiment des tâches spécifiques, et à partir de la collecte et du traitement de données. Les trois fonctionnements nécessaires au fonctionnement de l'IA, c'est les données, la puissance de calcul et les capacités de stockage, et les algorithmes. Pour mieux comprendre ça, on aime bien prendre un exemple, la cuisine, parce que ça parle beaucoup plus facilement à tout le monde. Les données, c'est un peu les ingrédients. Les ingrédients qu'il nous faut, qu'on va utiliser pour arriver au plat que l'on veut. Les algorithmes, c'est les instructions à suivre, la recette en elle-même, qui nous permettent d'arriver à un plat. On donne
les données, on donne les ingrédients et on arrive à un résultat final, donc le plat. Donc c'est ça les algorithmes. Et la puissance de calcul, les capacités de stockage, c'est le garde-manger parce que l'intelligence artificielle, c'est un plat très gourmand qui a besoin de beaucoup d'ingrédients et donc on a besoin d'un garde-manger assez grand pour stocker toutes ces données. Et la puissance de calcul, c'est la puissance de votre four, de votre équipement qui vous permet justement de traiter toutes ces données avec des algorithmes vraiment poussés. Aujourd'hui, pourquoi on parle à ce point-là de l'intelligence artificielle? C'est parce qu'on a un ensemble de données assez grand, un ensemble d'ingrédients assez grand, avec des algorithmes qu'on a réussi à pousser pour arriver à ce qu'on appelle tout ce qui est machine learning, deep learning, je vais revenir dessus, et aussi, surtout, le matériel nécessaire pour pouvoir calculer tout et prendre en compte toutes ces données, les collecter, les traiter, les analyser, et la capacité de stockage aussi. Aujourd'hui, si vous, de votre côté, vous voulez, certes, la technologie a beau exister, si aujourd'hui vous voulez faire votre propre IA générative, c'est des milliards en fait, d'investissements. Tout le monde n'est pas capable de pouvoir avoir ça de son côté. L'IA en quelques dates, on parle du coup énormément de l'IA en ce moment avec donc l'intelligence artificielle générative, mais c'est un concept qui existe depuis 1956. C'est un concept qui a été établi lors d'une conférence au Dartmouth College, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'était une conférence où il y avait des professionnels sur la cybernétique, sur le développement, les ordinateurs, et qui sont regroupés. C'était 6 chercheurs, justement, qui avaient été financés. C'était un des plus grands financements de toutes les conférences de recherche. C'était $6 000, mais à l'époque, $6 000, c'était beaucoup avec l'inflation, qui se sont regroupés et qui ont justement émis ce concept de l'intelligence artificielle, de reproduire artificiellement l'intelligence humaine. Et donc la possibilité d'accomplir des tâches complexes à travers en fait, un ordinateur, entre autres. 1964, le premier chatbot Elisa voit le jour, où on a des débuts de traitement de données, le début de la compréhension d'un langage naturel, où Elisa arrivait à comprendre les mots-clés, les expressions qui étaient dites par les utilisateurs et répondre à ça. Mais les réponses n'étaient pas encore pertinentes. C'était beaucoup de reprendre ce qu'il dit pour poser des questions à nouveau, et on apportait plus de questions que de réponses. En 2009, le projet Watson, là c'était vraiment un objectif capable de répondre à des questions en langage naturel. C'est aussi là où on commence dans ces environs, où on commence à avoir l'intelligence artificielle qui arrive à battre le champion du monde des échecs. Le projet Watson aussi, il a aussi gagné l'émission de télé américaine Jeopardy, où c'est un quiz de culture générale, une émission sur un quiz de culture générale qui arrivait à battre donc les deux derniers gagnants. Et ensuite, en 2012, donc les grands débuts du deep learning. Donc Google réalise des avancées significatives en deep learning et réseau de neurones dans l'article Cat Paper. Donc l'article Cat Paper, il mettait en place les avancées technologiques du deep learning. Le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning, qui est une sous-catégorie de l'intelligence artificielle. Le deep learning, en fait, le machine learning, c'est des algorithmes qui sont capables d'interpréter des données et d'apprendre et d'avancer et de recoder par-dessus ses propres algorithmes pour avancer. Sauf que le fait de dire il y a une erreur ou non, c'était toujours une intervention humaine. Le deep learning, c'est reproduire un réseau neuronal, une architecture de réseau de neurones pour pouvoir justement mieux apprendre de ses erreurs et vraiment avancer de lui-même. Et c'est grâce à cette sous-catégorie qu'aujourd'hui on a des avancées en intelligence artificielle générative parce que c'est basé sur le deep learning. Et l'article Cat Paper, justement, sans qu'on dise à un algorithme de reconnaître ce qu'est un chat, on arrivait à lui donner un ensemble de vidéos et il arrivait à reconnaître de lui-même ce qui composait un chat. Il n'arrivait pas à dire « ça, c'est un chat », mais il arrivait à comprendre que parmi toutes ces vidéos, il y avait un élément spécifique qui avait de la fourrure, des oreilles de chat, des quatre pattes, et qui se baladait d'une telle manière. Et il arrivait à identifier cet élément parmi tant d'autres, et vraiment à le mettre de côté.
Et donc c'est ça les grands débuts du deep learning, et c'est vraiment une avancée phénoménale qui a permis aujourd'hui, donc de 2012 à 2023, à l'essor fulgurant des intelligences artificielles génératives, spécialisées dans la génération de la création de textes, d'images, de vidéos. Qui, dans la salle, a utilisé déjà ChatGPT? Ok. Qui a utilisé dans les 3 derniers mois pour la toute première fois? Ok. Et tout le reste, c'est depuis bien plus longtemps, vous avez déjà bien essayé. Est-ce que vous l'utilisez au quotidien dans vos tâches? Qui l'utilise au quotidien dans ses tâches? Ok, encore un peu timide. J'aime bien poser cette question parce que je vois un peu l'évolution. Là, on arrive vraiment à l'essor. Par contre, ok, dernière question, Midjourney ou DALL-E, les générations d'images? Ok, très bien. L'intelligence artificielle, c'est aussi quelque chose qui est déjà présent dans nos vies de tous les jours. On parlait beaucoup, hein, là je viens de citer quelques noms, ChatGPT, Bard, DALL-E, Midjourney. L'intelligence artificielle était déjà bien présente, comme on l'a vu, hein, depuis des années, on en parle. Générative, on en parle maintenant, mais l'intelligence artificielle, c'était aussi tout simplement vos GPS, des assistants virtuels comme Siri, OK Google, des algorithmes de recommandation, Netflix, Facebook, TikTok, Spotify, aussi tout ce qui est smartphone avec la reconnaissance faciale, et même la traduction. Google Translate, entre autres, utilisait déjà de l'intelligence artificielle depuis bien longtemps. Concrètement, pour les tâches chronophages, l'IA nous permet déjà de passer moins de temps sur celle-ci. Des tâches déjà optimisées depuis un moment. Le fait de naviguer sur Internet, certains sites, si vous n'avez pas votre certificat SSL ou le HTTPS, là, il y a votre navigateur Internet qui vous dit « Attention, ce site est un peu suspect ». Traitement de mail, vous avez votre boîte de spam où vous recevez certains emails, l'aide à la rédaction de texte, reconnaissance faciale, reconnaissance vocale et prise de photos, entre autres. On a une étude du coup par Accenture qui dit que l'IA permettrait d'augmenter la productivité en entreprise de 40% d'ici 2035. Sachant qu'à chaque fois que les scientifiques dernièrement parlaient de statistiques, on a toujours été surpris à quel point on avait faux et qu'on sous-estimait les avancées de l'intelligence artificielle. Par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer un guide, dans le cadre de Google Autonomie, je suis en train de préparer un guide sur Midjourney, et je me rends compte que tous les articles sur lesquels je me base, que je suis en train de lire, ne sont pas forcément à jour. Parce que Midjourney, il y a eu 5 versions déjà, et il y a eu une nouvelle version tous les 2-3 mois. C'est quelque chose d'assez étonnant. Hein. Entre la version 1 et la version 5, ça n'a rien à voir, et l'avancée est vraiment fulgurante et exponentielle. L'IA générative au centre des évolutions récentes. Donc, je fais qu'à en parler. Qu'est-ce que c'est exactement la différence entre l'IA générative et non générative? Bien, l'IA non générative, c'est les exemples que j'ai cités, avec tout ce qui est GPS, algorithme de recommandation, la traduction. C'est des intelligences artificielles qui permettent de détecter des tendances, prendre des décisions. C'est l'analyse de grandes quantités ou donc de l'organisation d'informations déjà existantes. Alors que l'IA générative, c'est tout ce qui permet de créer du nouveau contenu à partir d'un contenu déjà existant. Et la plupart du temps, c'est du texte qu'on donne pour obtenir plus de texte, pour obtenir une image, et bientôt, déjà le cas, mais c'est niche et on en parle un peu moins, des vidéos, de la musique, entre autres. Donc quelques exemples. Génération de texte, on a Writesonic, je ne sais pas si vous connaissez Writesonic. Oui, non. Writesonic, c'est vraiment spécifiquement pour le copywriting, donc pour la rédaction de textes, pour les slogans, pour les articles SEO, pour les articles de référencement naturel, pour préparer un message pour envoyer sur LinkedIn ou un email pour faire de l'acquisition. Le logo juste en dessous, en vert, donc ChatGPT, et Bard, évidemment. Bard, du coup, aussi en génération de code. ChatGPT aussi en génération de code. Le petit chat, en noir et blanc, c'est GitHub, qui est du coup l'espace de développement pour la plupart des développeurs. Et en dessous, avec toutes les couleurs, c'est Google Cloud Platform, qui permet justement
de générer aussi du code avec la plateforme dédiée qui s'appelle Duet AI, enfin pas Duet AI, Vertex AI, pardon. Les deux c'est ensemble. Ou en tant qu'entreprise, eh bien, vous pouvez vous connecter avec. Génération d'images, Adobe Firefly, donc dans la suite Adobe, Stable Diffusion et Midjourney. Et on a aussi DALL-E qui est assez connu. Voilà. Tout ce qui est basé sur du coup, la génération de nouveaux contenus, tout ce qui est IA générative, on a le prompt qui est au cœur de l'utilisation. Le prompt, c'est le contenu déjà existant qu'on donne, le contenu textuel que l'on donne, pour arriver à justement ce résultat. C'est un peu la donnée qu'on donne initiale pour faire passer dans les algorithmes et arriver à un résultat. Trouver le bon prompt peut prendre du temps. Vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau métier qui est apparu. On en parle dans la presse, dans les articles, le prompt engineering ou le prompt engineer, donc l'ingénieur du prompt, parce que trouver le bon prompt ou vraiment les paramétrages du prompt ou le prompt idéal pour arriver au résultat attendu, ça a une réelle importance. Parce que là, on voit comme exemple, dans mauvais prompt, si on veut une page d'accueil pour son site de boulangerie, eh bien, on écrit juste page d'accueil du site web d'une boulangerie et on arrive justement à une sorte de bouillie où on voit ce qui semble ressembler à du pain avec juste une image qui ne ressemble pas du tout à une page d'accueil du site. Alors que si on développe un peu plus, créer la page d'accueil du site web d'une boulangerie, le site doit utiliser des couleurs chaudes, avoir un bouton d'appel à l'action, etc., etc. Plus on développe et plus on arrive à quelque chose de bon. Sachant qu'il y a des personnes, donc les prompt engineers, qui arrivent à écrire un prompt prédéfini, des paramétrages prédéfinis, qui permettent de bien centrer dans quelle direction l'outil doit aller. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous pouvez écrire page d'accueil du site web d'une boulangerie et vous aurez automatiquement le résultat attendu parce que le prompt que vous avez eu, eh bien, c'était dédié spécifiquement pour le design. Et il y a déjà du coup des sites marchands qui vendent, qui récoltent, enfin, qui organisent, trient et vous proposent, qui curatent, je ne sais pas si ça se dit, qui fait de la curation de prompts et qui les vend à des prix pas si élevés, mais vendre du coup des prompts, c'est possible et ça existe déjà. L'IA au service de votre entreprise, quelles solutions? Et on va aller voir concrètement les solutions qu'on peut utiliser. Ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que ces outils-là, actuellement, il faut les prendre comme des alternants, comme des stagiaires. Si on vous donnait les mauvaises consignes, vous arrivez à des mauvais résultats parce que les alternants aiment bien se contenter de la consigne et de rien d'autre. Ils ne vont pas plus que ça. Et moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est dire dans mon prompt, avant de me donner un résultat, pose-moi 5 questions qui te permettraient d'arriver en fait, qui te permettraient d'avoir un meilleur résultat. Et donc là, l'outil va me poser des questions pour creuser un peu plus avant d'arriver à un résultat. Et ça, c'est un peu ce qu'on fait quand on a des stagiaires, des alternants ou des nouveaux employés. N'hésite pas, si tu as des questions, demande-les-moi, et après on voit comment on avance. Voilà, c'est pareil, les outils, il faut bien comprendre que la différence aujourd'hui, c'est pas pour les personnes qui vont être ingénieux et utiliser cet outil, mais la différence va se faire avec les personnes qui savent poser les bonnes questions et qui savent bien briefer correctement les personnes. Donc commençons avec Mélanie. On va voir 2 exemples. Il y aura Mélanie et il y aura Marc. Mélanie est une pâtissière à Lyon depuis 10 ans. Je ne sais pas si cet exemple va vous parler, mais du coup, cette chef d'entreprise a très peu de temps à accorder à d'autres choses que ses pâtisseries et ses clients. Elle souhaiterait se développer en faisant la promotion de sa boutique, tout en maintenant son niveau de productivité au fourneau. Quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément le temps de s'occuper des tâches autres que son expertise métier. Donc pour gagner en productivité, il y a des outils qui existent déjà. Tous les outils existent déjà, mais qui sont déjà dans les habitudes de pas mal de chefs d'entreprise, avec notamment Google Workspace. Il y a des emails qui peuvent se pré-remplir en fonction du début de phrase qu'on a mis. Il y a Google Sheets et même Excel qui permet de faire de la suggestion de formules en reconnaissant le template basique d'un tableau. Par exemple, là, on voit un tableau où il y a un bilan
financier. Voilà, avec le total, et vu qu'il y a écrit total et qu'il y avait des chiffres avant, directement, la formule qui était suggérée, c'était une formule qui permet de faire la somme et le calcul en fait, de toutes les lignes auparavant. Et ensuite, la suggestion de partage pour faciliter et retenir quelle équipe on a, ce genre de choses. On a aussi, vous avez peut-être vu des vidéos sur le teasing, enfin le teaser de Google Duet AI ou Microsoft Copilot, qui sont un peu ces nouvelles fonctionnalités qui vont réunir toute la suite ensemble. C'est-à-dire que demain, que vous soyez sur Microsoft Teams ou que vous soyez sur Google Meet, vous allez pouvoir suivre une réunion. C'est quelque chose que quelqu'un m'a dit tout à l'heure quand j'étais en régie, que j'attendais, que déjà, ma voix, vous n'avez pas besoin de réfléchir et prendre des notes. C'est déjà possible de résumer tout ce que je vais dire pendant 40 minutes et que un ChatGPT, par exemple, puisse faire un résumé lui-même, un compte-rendu de lui-même. Et ça sera possible sur Microsoft Teams, sur Google Meet, où il y a une réunion qui se passe et il y a automatiquement une to-do list qui se fait, il y a automatiquement un résumé, un compte-rendu qui se fait, et vous pouvez l'envoyer directement, le transférer sur Gmail, sur Google Sheets, si c'était par exemple un inventaire qui devait être fait. Et ça va se faire automatiquement. Le write and rewrite, c'est le fait de préparer un email, par exemple, dire bonjour cher manager, vous trouverez ci-dessous mon compte-rendu, et pouvoir revenir dessus en disant avec mon manager je m'entends super bien, est-ce que tu peux le tutoyer plutôt? Et là on dira hello manager, tu trouveras le compte-rendu, et ça c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et donc en plus du lien entre les différents outils des suites, eh bien, il y a tout ce retour qu'on peut faire. Parce que ce qui est important avec les prompts, c'est pas de se contenter d'un seul prompt, mais vraiment d'être consistant et revenir sur le prompt précédent ou le résultat. Et par exemple, explique-moi la Coupe du Monde de rugby. Et du coup, Bard vous expliquera ce que c'est, comment c'est. Et vous dites, j'ai rien compris, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Et là, en fait, vous n'avez pas besoin de tout répéter comme sur Google, sur le moteur de recherche, par exemple, où vous devez toujours reprendre votre recherche et modifier. Là, vous pouvez juste partir du résultat. Il va reprendre en compte tout ce qui a été dit auparavant dans un channel dédié, donc dans la messagerie dédiée, et il va prendre en compte et comprendre que vous parlez du résultat précédent et vous voulez simplifier. Donc ça, c'est Google Workspace. Concrètement, ChatGPT, UChat, Bard, du coup UChat qui est aussi une alternative à Bard et à ChatGPT, vous pouvez poser ce genre de prompt, créer un calendrier éditorial pour les réseaux sociaux, pour ma pâtisserie, sur l'année 2023. Et là, il va vous produire un tableau avec les mois à venir, avec les moments forts, si vous avez précisé potentiellement, en disant, voilà, le mois de janvier, tu vas préparer ça. En février, il y a la Saint-Valentin qui va arriver, donc tu vas mettre un post sur la Saint-Valentin. Et pendant toute l'année, en fait, il va vous proposer des posts en fonction du calendrier et en fonction du contexte que vous voulez donner. Donc là, par exemple, c'est la pâtisserie, mais vous pouvez donner beaucoup plus que ça. Et là, ça vous crée un calendrier éditorial en quelques secondes. Écris la description d'un post Instagram pour l'arrivée d'une nouvelle pâtisserie au citron avec les emojis et des suggestions de hashtags. Et encore une fois, si vous trouvez qu'il y a un post en particulier qui n'est pas assez poussé, ou alors un post qui n'est pas assez poussé, vous pourrez arriver en plein milieu et dire « décris-moi plus en détail la description d'un post », suivre simplement ce prompt-là. En troisième, génère un script de vidéo pour faire la promotion du pâtisserie lyonnaise. Ça peut être un script de vidéo pour YouTube, ça peut être un script vidéo pour TikTok. Et si vous précisez justement pour quel canal il va prendre les bonnes pratiques pour une vidéo YouTube, pour un TikTok, pour ce que vous voulez, en gros. Si vous n'avez pas un très bon téléphone ou si vous n'avez pas l'habitude de prendre des bonnes photos parce que vous vous rendez compte que prendre une bonne photo de votre pâtisserie ou vous n'avez pas le talent de McDonald's pour embellir leur burger, eh bien vous avez directement la génération d'images qui est possible avec Adobe Firefly, avec Midjourney, avec DALL-E, où là, vous demandez directement votre tarte au citron avec de la meringue, et ça va vous produire des images.
Et si là, les 4 propositions ne vous vont pas, vous revoyez votre prompt, vous revoyez en définissant un peu plus, en mettant l'appui sur certains critères, et vous aurez des images qui sont produites et que vous pouvez réutiliser directement sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet. Photoroom, juste à côté, qui est un outil du coup, payant, vous pouvez prendre 50 images, par exemple, et changer tous les fonds de cette image, parce qu'il va détecter le sujet principal, si ce n'est pas des photos trop compliquées, évidemment, et vous pouvez mettre un fond uni pour chacune de ces pages. Et ça va faire la découpe automatiquement, et ça va changer le fond automatiquement pour que ce soit homogène sur tous vos posts Instagram, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer et d'aller beaucoup plus vite comparé à avant où les graphistes avaient vraiment du mal à découper ne serait-ce qu'une image. Et là, c'est vraiment 50 images à la fois. Si vous avez déjà tourné une vidéo, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à reprendre. Eh bien, on a une suite d'outils. Et évidemment, à chaque fois qu'on vous propose des outils, on vous invite à regarder, par exemple, là, je vais parler de Gling. Vous pouvez taper Gling alternative sur un moteur de recherche, Gling VS sur un moteur de recherche, et vous aurez différentes propositions d'outils. Donc, qu'est-ce que c'est Gling, par exemple? Gling, à chaque fois, et ça, j'ai déjà fait des vidéos, donc je me rends compte à quel point je dis beaucoup trop souvent. Ou alors j'ai des moments de pause, de réflexion, de silence. Ou alors il y a une fois la caméra est un peu bougée. Et ben ça va repérer dans toute votre vidéo, même si vous avez un podcast de 1 heure, ça va détecter tous les moments où vous avez dit, ou s'il y a un silence trop long, ou alors s'il y a des mouvements de caméra, ou si le sujet a disparu, et ça va couper automatiquement pour avoir en fait votre vidéo un peu montée. Et là, en fait, il y a potentiellement quand même quelques erreurs, mais si vous avez déjà parlé avec un monteur vidéo, c'est l'un des pires trucs possibles de devoir écouter les moindres E et devoir les couper, surtout sur un podcast qui dure 1 heure par exemple. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment magnifique à chaque fois qu'on en parle pour les monteurs vidéo. Ajouter une voix off avec murph.ai ou audio.ai. J'ai envie de parler d'une nouvelle que j'ai lue dans la presse récemment. Je crois que c'était il y a quelques jours. C'est Spotify qui a annoncé la traduction automatique des podcasts, où justement je peux parler pendant 1 heure en français et ça va récupérer ma voix et ça va la traduire automatiquement en anglais. Et donc, en un clic, je peux avoir mon podcast français en anglais pendant 1 heure. Et entendre ma propre voix parler potentiellement en norvégien, alors que je ne parle pas du tout norvégien. C'est assez hallucinant. C'est encore en développement. C'est de l'anglais à l'espagnol pour l'instant. Il y a l'allemand et le français qui va sortir dans pas longtemps. Voilà, c'est assez dingue de voir à quel point ça avance vite. Mais c'est possible donc d'ajouter une voix off, traduite, de traduire. Je suis totalement parti, pas du tout sur la même voie. Pour Murph.ai et audio.ai, c'est une voix off, c'est écrire un texte et la voix se rajoute en se basant aussi sur la reconnaissance de votre voix et vous pouvez faire parler votre voix avec simplement du texte écrit et ça va se caler sur toute la vidéo. Vous pouvez supprimer le bruit sonore en arrière-plan avec MyEdit. Adobe Premiere le fait de manière phénoménale aussi. Quand vous parlez avec votre téléphone portable, vous pouvez mettre un filtre pour avoir l'impression vraiment, dans des bonnes conditions, de parler à travers un micro professionnel. Et ça aussi, c'est dingue. Et numéro 4, génération de sous-titres automatique avec YouTube Studio, avec Adobe Premiere, où en fonction de ce que vous dites, on reconnaît et les sous-titres se lancent automatiquement. Voilà, ouvrir son activité à différentes langues, Google Traduction, DeepL. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Google Lens. Vous pouvez aussi activer votre application, voir un menu qui est écrit en japonais, en chinois par exemple, et la traduction se fait en direct à travers votre appareil photo. Et ça aussi, vous pouvez, en tant que pâtissière, vous pouvez aussi juste l'activer et l'utiliser pour traduire et mettre directement en fait, à jour votre menu aussi, si vous voulez.
Continuons avec Marc. Marc veut créer un site e-commerce de vente de chaussures en ligne. Il veut à tout prix éviter de passer plusieurs heures par jour sur des tâches répétitives. Marc, contrairement à Mélanie, est vraiment au stage de l'idée. Il n'a pas encore avancé énormément. Il a ce souhait de création d'un site e-commerce, mais il a besoin d'idées. Et donc, il va demander directement à ChatGPT, propose-moi 5 idées de noms de marques pour un site e-commerce de chaussures. Petite parenthèse pour dire que ChatGPT n'est pas très bon pour les jeux de mots, pour tout ce qui est humour, pour tout ce qui est blague. Donc, évitez de demander des idées de noms basés sur des jeux de mots. Déjà, de base, hein, évitez les jeux de mots dans les noms de marques. Enfin, ça, c'est un avis. Mais proposer des 5 idées, ça c'est bien, et beaucoup de personnes l'utilisent dans ce contexte, le contexte de brainstorming, plus que vraiment vous dire, voilà, ChatGPT va trouver l'idée pour moi. C'est bien pour inspirer et aller dans des directions auxquelles on n'a pas encore pensé. Ça, c'est vraiment dans cette utilisation que c'est le plus pertinent. Même quand on demande, donc, principale question d'une foire à questions d'un site de vente de chaussures en ligne, et là, ça va prendre en compte toutes les bonnes pratiques du référencement naturel, et essayer de trouver les questions qui sont le plus posées par les internautes, se baser sur ces questions-là pour faire cette page de foire à questions sur votre site internet et que ce soit bon d'un point de vue référencement naturel. Et en plus, vous n'avez pas besoin de faire les recherches. Mais en vrai, si, faites quand même rajoutez votre expertise déjà métier et revoyez du coup les questions. Mais c'est une très bonne base. Ça va vous donner très rapidement 10, 15, 20 questions sur lesquelles vous pouvez vous baser. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi personnellement, tout ce qui est création, j'ai un peu du mal, alors que je vois beaucoup plus facilement quand quelque chose ne va pas, quand on me propose quelque chose. Et c'est comme ça que j'utilise ces outils. Juste trouver toutes les idées, toutes les bases, je peux avoir du mal. Par contre, quand je vois 20 questions sous les yeux, je sais que cette question, il faudrait la poser d'une autre manière, que cette question, elle n'a pas vraiment lieu d'être, ce genre de choses, et ça me permet vraiment d'avancer beaucoup plus rapidement. Et le dernier point, aide-moi à écrire la page « Qui sommes-nous ?» en expliquant notre mission, nos valeurs. Et là, vous pouvez ajouter du contexte et de même, ça pourra parler de votre page, de vous-même et de votre marque. Et là, c'est des outils ChatGPT, YouChat et Bard. Créer des personas et la structure de son site. Génération de personas. Donc les personas, hein, c'est un profil type de votre audience. C'est vraiment un profil où votre audience, vous savez que c'est une audience de 16-25 ans qui aime ce genre de choses. Et là, l'outil peut identifier Mélanie, 20 ans, qui se lance dans quelque chose et qui pourra vraiment aller dans le détail sur ses habitudes de consommation, sur quelles sont les applications qu'elle regarde, la presse qu'elle regarde, les sites qu'elle peut regarder. Ça peut être aussi très intéressant. Génération de structure de site aussi. Si vous commencez à lancer votre site, vous ne savez pas quelle est la structure idéale, le nombre de pages que vous devez faire. Pareil, ça peut faire la structure de votre site en se basant évidemment sur les bonnes pratiques. Et là, vous pouvez toujours le fixer, toujours le préciser. Prend en compte les bonnes pratiques pour un bon site d'un point de vue UX designer ou d'un point de vue référencement naturel. Et là, en fait, il va prendre ça en compte. Rédiger une landing page ou des fiches produits. De nouveau, vous pouvez demander une page de destination entière ou des fiches produits après avoir bien expliqué votre fiche produit ou votre landing page. Et il peut même prendre en compte les titres, les sous-titres idéaux en fonction de vos mots-clés, en fonction de vos expressions qui sont les plus utilisées et les questions qui sont le plus posées. Créer des images ou des visuels. Vous aurez du coup la possibilité, si vous n'avez pas encore vos produits et que par exemple, c'est assez courant maintenant, tout ce qui est financement participatif, ou alors juste faire une page pour voir si votre produit, si votre idée tient le coup et si les gens accrochent, vous n'avez pas forcément votre produit. Et là, vous pouvez utiliser du coup Midjourney, DALL-E, Adobe Firefly pour générer soit des mock-ups directement, soit vos produits, soit en fait un teasing de à quoi va ressembler votre projet pour pouvoir mieux illustrer quand vous parlez en fait de votre produit, de votre marque, de votre projet. Et bientôt, il sera aussi possible de créer des modèles 3D à partir de ces simples images.
à partir de simples photos. Si vous prenez des photos de plusieurs angles, il y a le modèle 3D qui peut sortir et qui peut apparaître sur votre site internet. Potentiellement, on se dit que même sans rien du tout, vous pouvez produire plusieurs images avec Midjourney, DALL-E, et arriver du coup à la modélisation 3D ensuite. Retoucher des images produites, on a déjà parlé de Photoroom, qui permet donc d'avoir plusieurs acteurs, modèles, supprimer directement l'arrière-plan, supprimer des éléments qui existent un peu autour, comme le Google Pixel peut le faire aussi, sur une cinquantaine d'images à la fois. Là, sur Google Pixel, et ça c'est des nouvelles technologies, mais du coup, je crois que l'iPhone le fait déjà aussi, plus on sait, dès que ça commence à apparaître, dès que ça commence à exister, là après c'est reproduit à la fois sur les téléphones, mais à la fois aussi sur les ordinateurs, sur la forme de différents logiciels. Et donc là, c'est l'ajustement de couleurs, l'amélioration de la résolution, mais aussi l'élargissement et le changement d'éclairage. Sur le troisième exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, le sujet est déplacé, c'est-à-dire que les ballons de gauche, le reste du banc n'existait pas du tout, puisqu'on part seulement sur cette photo. Il a réussi à sélectionner le sujet, le décaler et compléter l'image avec ce qu'il pensait, à quoi va ressembler les ballons, à quoi va ressembler le reste du banc, et il le fait de manière judicieuse. Il y a même une toute nouvelle vidéo qui vient de sortir avec Google Pixel, je ne sais plus combien, le 8, je crois, où du coup il y a plein de photos qui sont prises, et ça peut directement dire à quoi... prenez 5-6 photos, et ça peut changer, garder une photo, le même décor, le même corps, mais seulement changer votre tête pour arriver à avoir cette fameuse photo où vous avez 5 amis, il y en a un qui ferme les yeux, il y en a un qui ne sourit pas, il y en a un truc, et avoir la photo parfaite avec tous les amis qui sourient et qui regardent bien l'appareil photo. Il y a vraiment des grandes améliorations tous les jours à ce sujet. Concevoir une stratégie de référencement naturel, j'en parle beaucoup d'un référencement naturel. Il y a une étude qui est sortie sur le nombre, sur un détail de, je crois que c'était 4000 personnes qui avaient été étudiées, ou 4000 prompts, 40 000 prompts qui avaient été étudiés pour voir qu'est-ce que les gens disaient, qu'est-ce que les gens se posaient comme question. Et parmi tous les prompts possibles, vraiment tous les prompts possibles, je ne sais pas dans quelle utilisation remémorez-vous ceux qui ont utilisé ChatGPT, remémorez-vous les prompts que vous avez utilisés. Je sais que vous avez posé des questions qui vont dans tous les sens. Sachez que dans 2%, 2,3%, quelque chose comme ça, de tous les prompts mondiaux qui ont été posés, le SEO revenait parmi donc, ces 2,3%. Et donc, il y a vraiment beaucoup de professionnels du référencement naturel qui utilisent principalement l'outil de l'IA générative pour tout ce qui est référencement naturel. Donc, c'est vraiment une grosse plus-value. Et donc cet agent conversationnel, c'est juste un autre nom pour dire ChatGPT ou Bard ou UChat, permet de créer une liste de mots-clés pertinents en fonction de ce qui est le plus attendu, le plus demandé, le plus recherché par les utilisateurs, avoir un balisage adapté pour le référencement. Le balisage, donc c'est paramétrage technique avec le titre, sous-titre, mais du coup appelé H1, H2, et potentiellement aussi la description des images, rédiger une partie de l'article, rédiger des fiches produits, rédiger la métadescription, donc parce que du coup dans le référencement naturel, la métadescription c'est ce qui apparaît sur les moteurs de recherche, et ça aussi il le prend en compte et vous propose directement tout ce qui est nécessaire pour mettre en place votre stratégie de référencement naturel. Voilà. Donc c'est une petite, c'était ça concrètement les outils qu'on peut utiliser. Il y en a beaucoup d'autres, comme je vous l'ai dit. Je prépare un guide sur Midjourney en ce moment, et je me rends compte que tous les 2-3 mois, il y a une nouvelle version qui sort, un ensemble de possibilités qui arrivent, et que c'est dingue à quel point il y a toujours des nouvelles choses, et qu'après avoir fini cette conférence, on était déjà plus à jour sur certains points. Donc c'est très important de se tenir au courant de tout ce qui se passe. Justement, petite avant ça, quelle que soit la tâche, c'est quand même un petit rappel que l'humain reste nécessaire à chaque étape. Quand je vous ai parlé des outils, je vous avais dit que c'est un peu comme un alternant, comme un stagiaire. Ce qui est important, c'est les bonnes consignes, les bonnes données, le bon encadrement, le bon contexte. Sinon, votre utilisation de l'outil
amènera des résultats qui sont au niveau de votre prompt, de vos consignes, et donc qui peut être compliqué. L'entraînement est toujours, l'humain est toujours nécessaire pour tout ce qui est entraînement, test, l'utilisation que vous en faites, l'analyse, l'amélioration, donc rectifier quand il y a des erreurs. Et aussi, on en parlait déjà un peu avant, hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire de la publicité avec Meta ou avec Google. Donc sur Google, par exemple, vous avez la Performance Max, qui sont les campagnes qui sont boostées par l'intelligence artificielle, qui fait le choix de lui-même. Initialement, hein, c'est sur les canaux de votre choix. Vous voulez être présent en search, vous voulez être présent en vidéo sur YouTube, vous voulez être présent en display. Et c'est à vous vraiment de dire où est-ce que vous voulez aller. Performance Max fait le choix pour vous en fonction de ce qui est le plus pertinent. Facebook, enfin Meta, ça sera pareil. Ils ont ces nouvelles campagnes intelligence artificielle où en fait vous pouvez vraiment, l'algorithme améliore vos campagnes pour vous et fait plusieurs choix pour vous. Et malgré tout, il y a tout ce qui était objectif sur le long terme n'était pas très bien vu. On manquait de visibilité, et ça faisait quand même des erreurs. Et c'est vraiment l'accompagnement, même chez Google, il y a des articles qui en parlent. Même quand on conseillait Performance Max, on conseillait toujours d'avoir Performance Max et Google Search en même temps pour avoir les deux ensemble, parce que c'est toujours nécessaire de donner la bonne direction, le bon contexte, les bonnes consignes, et de guider justement ces outils. On a un peu l'effet waouh sur tous les outils qu'on peut voir. Il ne faut pas se laisser faire. Et certes, la toute première fois où on voit que ça génère un article, on se dit c'est magnifique, je ne vais plus avoir à travailler pour le restant de mes jours. Pas du tout. Si vous commencez à lire en détail l'article, vous vous rendez compte qu'il y a quelques trous, qu'il y a quelques manquements et qu'il faut améliorer, optimiser soi-même. Et c'est là où on voit la différence avec des experts qui savent dans quelle direction où ils vont aller. Et donc c'est encore plus important de bien connaître les bases du référencement naturel, par exemple, bien comprendre dans quelle direction, les pistes de réflexion, et de pouvoir guider justement avec ces grandes étapes, ces grandes savoirs. C'est juste que vous serez potentiellement, on est moins dans l'exécution et plus dans la théorie et plus dans vraiment la direction et le management en soi. Les étapes pour commencer à utiliser l'IA dans votre entreprise. Moi, quand j'étais en growth marketing dans cette startup qui voulait absolument optimiser tous les processus qu'on faisait, dès qu'on voyait un nouvel outil sur un site qui s'appelle Product Hunt, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site qui référencie plein de nouveaux produits qui viennent de sortir et basé sur la popularité ou les attentes des utilisateurs. Et à chaque fois, en fait, on avait un nouvel outil. Comme je vous disais, on a l'effet waouh, ça va changer notre vie. Et on les prenait tous. Et on se rendait compte que, par exemple, pour les to-do list, on prenait plus de temps à remplir la to-do list que vraiment à faire les tâches qu'on mettait dedans. Donc vraiment, comprenez vos objectifs, évaluez, identifiez vraiment vos besoins, faites la recherche des solutions les plus adaptées, en toujours essayant de voir les alternatives. Par exemple, sur Midjourney, DALL-E, ils sont devenus payants, et il y a des alternatives qui sont arrivées. Par exemple, ChatGPT va intégrer DALL-E dans sa solution. Il y a aussi sur Discord directement un bot qui permet de générer des images sur certains serveurs. Donc recherchez toujours les solutions parce qu'il y en a toujours des nouvelles qui arrivent. Formez les collaborateurs, partagez votre savoir que vous venez d'obtenir aujourd'hui, implémentez ces outils et surtout suivez, voir si vraiment, concrètement, ça a apporté quelque chose de nouveau, un réel impact du chiffre d'affaires concrètement sur votre business, votre projet, parce que c'est ça qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue. Pour aller plus loin avec l'IA, on a des références. Là, je vous invite à prendre en photo pour en savoir plus, pour continuer de vous instruire. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont déjà plus à jour. Et donc moi, ce que je vous propose, ce sur quoi je me base, c'est aussi du coup les nouveaux serveurs Discord qui apparaissent ou Reddit. Moi, c'est mes éléments sur lesquels je regarde parce que c'est toujours à jour. Potentiellement X, il y a des communautés, Twitter, X. Il y a des communautés, des communautés, des personnes influentes qui vraiment s'en inspirent et qui sont vraiment à jour et qui envoient des guides, donc des tweets longues sur tous les outils qui existent. Et voilà, je vais passer à la dernière slide, qui est une slide de conclusion où je suis censé demander des questions-réponses. Mais je vois qu'il y a encore des gens qui prennent en photo. Mais en tout cas, c'est la fin. Je vous remercie pour ce temps. Et j'ai potentiellement une minute pour répondre à des
Il y a une question ou deux. Oui, monsieur. Ok, donc la question c'était comment faire un bon prompt pour la nouvelle version de ChatGPT. Moi ce que je vous propose c'est taper framework, ChatGPT, framework prompt engineering, et vous allez sortir sur le framework CRISP, le framework CD, il y a plein de frameworks qui existent, qui vous donnent genre un contexte, donc donner contexte, détail, input, ce genre de choses. Framework, prompt engineering, et vous allez avoir plein de ressources sur à quoi devraient ressembler vos prompts. Voilà, merci à vous, 45. Merci pour votre temps.